Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'Effet Pangolin, le talk du Festival Atmosphère, une émission qui est née à l'occasion du confinement, mais qui est partie pour durer tant les sujets à aborder avec nos invités sont nombreux, des artistes, des militants, des scientifiques. Ici, c'est un espace de liberté où ils peuvent dialoguer en toute liberté. Alors, l'Effet Pangolin, cette émission que vous retrouvez toutes les semaines sur l'ensemble des réseaux sociaux, est partenaire avec deux médias qui partagent les mêmes valeurs que le Festival Atmosphère, Info Durable et Les Mondes d'après. Et donc, vous pouvez retrouver notre émission également sur leurs réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons vous emmener en terre invisible. Rendez-vous en terre invisible. Vous le savez, il y a plein de choses qui échappent à notre regard, qui nous entourent, tant au niveau biologique que spirituel, et pourtant, ces choses ont une vraie incidence sur notre vie. Et notre grand témoin du jour est biologiste, spécialiste des virus, et il a fait partie de l'équipe qui a déchiffré le séquençage du virus du sida en 1985. Pierre Sonigo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Pierre ? Très bien. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous qui êtes spécialiste de l'infiniment petit, est-ce que vous arrivez encore à voir le monde comme nous, avec candeur et insouciance, sans aller vous laver les mains toutes les 5 minutes ? Oui. Oui, ça va, Oui, ça ne oui, rend pas complètement. paranoïaque ? Ça ne rend pas Non, paranoïaque ? non, 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 on se rend compte que le monde de l'infiniment petit, on peut le regarder avec le même regard, surtout avec l'habitude, avec le regard qu'on a sur notre monde de tous les jours. Finalement, les virus, c'est des petits animaux comme les autres. Ils sont juste plus petits, un peu plus simples. Donc, cette simplicité est plutôt rassurante. Il faut pas. On développe avec l'habitude une certaine familiarité avec les virus. Donc, n'ayons pas peur. On va en parler, bien sûr, pendant cette émission. Pas d'imprudence, mais pas de phobie non plus. Très bien, c'est une bien jolie formule. À vos côtés, une jeune femme qui, comme vous, est en contact avec des aspects invisibles de la nature humaine, mais plus au niveau spirituel. Il y a bientôt 10 ans, elle est devenue chamane. Céline D'Artagnan, bonjour. Bonjour. Alors, on entend beaucoup parler de chamanisme, de chaman depuis quelque temps. Est-ce que vous pourriez me donner une définition de ce qu'est un ou une chamane ? Un ou une chamane, c'est quelqu'un qui va intercéder dans le monde invisible pour aller dénouer des nœuds et pour rendre les choses plus harmonieuses, là où il y a un moment donné un blocage. Ça a un petit peu coupé. Là où il y a, vous disiez ? À un moment donné, un nœud, et là où il y a effectivement quelque chose de disharmonieux, là où il y a un blocage. D'accord, évidemment, il y a un rapport à la notion d'animisme. On va en parler dans cette émission, évidemment. Et puis enfin, un artiste plasticien qui aime associer les nouvelles technologies à sa pratique artistique. Il interroge la notion de vivant et de non-vivant à travers ses vidéos, ses sculptures, ses installations. Il s'agit de Jonathan Pep. Bonjour Jonathan. Hop, il faut mettre votre micro. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Jonathan, l'ADN de cette émission, c'est l'interdisciplinarité. C'est quelque chose qui te séduit pour aborder un sujet, multiplier les angles de vue. C'est ce que tu fais dans ta pratique artistique. Oui, alors j'essaie de faire se croiser différentes disciplines, mais à partir du champ qui est le mien, celui des arts plastiques. Et voilà. Et déjà, même dans le champ des arts plastiques, il cohabite déjà de nombreuses pratiques, disciplines, on peut dire, que j'essaye aussi déjà de faire cohabiter. Voilà. Et donc, merci pour l'invitation. On est ravis de t'accueillir dans cette émission et on est ravis de découvrir également ton travail. On verra des installations, des vidéos et des photos de ton travail tout à l'heure lorsqu'on s'intéressera plus en avant à tes œuvres artistiques. Et enfin, comme chaque semaine, je suis accompagné du roi de la pop culture qui a un immense poster de l'homme invisible au-dessus de son lit. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est la plus belle pièce que j'ai, hein, Oui. donc j'en suis très, très fier. D'ailleurs, on voit également une des copies de cette pièce juste derrière toi, au-dessus de ton épaule, évidemment. Alors, Frédéric Sigrist, comme d'habitude avec moi pendant cette émission, est-ce que la notion d'invisible est quelque chose qui te parle en particulier ? Mais oui, mais écoute, moi je trouve que c'est très, très judicieux de ta part de me poser des questions sur l'invisible, parce que c'est vrai que l'invisible, ça me connaît, vu que je suis intermittent du spectacle et que mon ministre de tutelle, c'est Franck Riester. Donc voilà, au niveau invisible, ça se pose là. Je sais bien que la transparence, hein, c'est comment dire, c'est important en politique, hein, sauf que lui, j'ai l'impression qu'il a poussé le curseur un chouïa trop loin. Hein. Il paraît qu'au début de cette pandémie, il a attrapé le Covid-19 et c'est là précisément où je me suis dit que ce virus était très sérieux, parce qu'un virus qui arrive à mettre la main sur Franck Riester, c'est un virus qui peut choper n'importe qui. N'importe qui.
Alors, dernièrement, Édouard Philippe, Édouard Philippe, c'est ce ministre qui a cette barbe étrange avec une tache blanche qui grossit. Tu as l'impression que sa barbe essaie de se transformer en masque. Et il a dit qu'il fallait désormais s'habituer à vivre avec le virus. Alors, moi, je n'ai absolument aucun souci avec ça. J'ai une chambre d'amis. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut participer au loyer? Parce que financièrement, c'est un petit peu tendu en ce moment. Et d'ailleurs, ce qui est fou avec le virus, c'est qu'il est peut-être déjà chez nous et on ne le sait même pas. Et finalement, c'est vraiment ça qui n'a pas été analysé dans cette crise du Covid-19, c'est que on a beau se dire en guerre et tout ça, on est face à un ennemi qu'on ne voit pas. Il est invisible. Et c'est ça qui est fou. Depuis 2 mois, tu as 4 milliards d'individus qui se sont confinés chez eux, mais quand ils ouvrent leurs fenêtres, le monde n'a pas changé. Il fait beau, il peut y avoir des oiseaux. C'est pas comme dans les films catastrophes, tu vois, il n'y a pas une pluie de météorites, des chars allemands dans ta rue. Non, tu vois, dès que tu ouvres ta fenêtre, tu dis, bah, il n'y a rien qu'à changer. Et c'est difficile de réaliser qu'il y a quelque chose dehors qui rôde et qui peut peut-être te vouloir du mal, quoi. Et finalement, le seul truc qui a changé, c'est que 4 milliards d'individus ont choisi de se confiner chez eux parce qu'un président, pour lequel ils n'ont peut-être même pas voté, leur a dit qu'il y avait quelque chose de dangereux dehors. Et évidemment, tout le monde le fait. Tu vois, tu restes chez toi, mais au bout d'un moment, c'est humain, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que ce président m'a déjà menti sur autre chose? Et quand tu te poses cette question-là, Sébastien, t'es foutu. T'es foutu parce que finalement, pour lutter contre l'invisible, il faut avoir de la confiance. Tu vois, c'est comme mets ta dent sous ton oreiller, le lendemain, tu auras une pièce, si la petite souris va venir le prendre, ou ce genre de choses. Il faut avoir confiance. Et quand une fois qu'elle est ébranlée, bah, ça pose problème. C'est pour ça que moi, durant ce confinement, tous les amis qui me téléphonaient, leur première question, c'était de me demander, mais autour de toi, tu as un membre de ta famille qui a attrapé le Covid? Et évidemment, moi, au début, je pensais que c'était pour prendre les nouvelles de moi, mais non, c'était pour vérifier. Parce que moi, j'ai des amies, elles sont devenues complètement folles durant ces 2 mois. Elles disent, écoute Frédéric, ça fait 2 mois que je suis coincé dans un 60 mètres carrés avec 2 enfants hyperactifs, un mari qui n'en branle pas une parce qu'il est épuisé, parce qu'il a envoyé un mail en télétravail. Donc, je t'en supplie, dis-moi que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Dis-moi que tu connais des gens qui sont malades. Parce que c'est ça, finalement, qui est véritablement le plus angoissant. C'est de vouloir vérifier. On n'est pas dans les hôpitaux, donc tout ça paraît abstrait. Et le pire, c'est que moi, je connaissais déjà la air guitar, tu sais, ces gens qui font semblant de jouer des instruments de manière virtuelle. Et bien, Emmanuel Macron, il a inventé la air guerre, une guerre contre un truc que tu vois pas. Et là où ça devient fou, c'est quand on te demande de te battre contre un truc invisible, avec des armes qui, elles aussi, sont invisibles. Des masques, pas. Des tests, pas. Et pendant ce temps-là, tu vois tous ces gens qui vont bosser. Et j'ai vu ces images de déconfinement où tu vois dès 6h, 7h du matin, ces métros bondés. Et étonnamment, quand tu regardes ces gens qui vont travailler avec au ventre la peur de l'invisible, et bien souvent, parmi ces gens, il y a énormément de minorités visibles. Merci beaucoup, bravo, bravo Frédéric, toujours aussi pertinent sur la société et sur l'époque. Alors justement, on va en parler de cet invisible. On a rendez-vous en terre invisible avec l'un des grands spécialistes de ce monde invisible au niveau biologique, c'est Pierre Sonigo. Pierre, votre terrain de jeu favori, c'est le corps humain. Et quand on a préparé cette émission, vous me disiez que vous faisiez aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas dans la science et dans la recherche, une analogie entre le corps humain et la forêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors, si vous voulez, la biologie habituelle, depuis longtemps, a tendance à voir le corps humain comme une machine. Et on parle des animaux-machines. Et puis cette idée d'animal-machine a évolué avec le temps en fonction des machines qu'on a pu construire. Par exemple, au début, on parlait d'animal horloge. Vous voyez, on comparait le vivant, un corps vivant à une horloge. Et puis les machines se sont sophistiquées. Et puis ces dernières années, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais étudiant. On comparait plus le corps à un robot, avec un programme génétique écrit dans l'ADN et une machine qui obéit au programme, qui est construite par ce programme et qui obéit à ce programme écrit dans nos gènes. Donc ça, c'était un peu, je dirais, ça a été la science des dernières décennies. Et puis, c'est ce que j'ai appris, comme ça que j'ai été formé. Et sur cette idée-là qu'on a travaillé, que j'ai travaillé, j'ai étudié beaucoup l'ADN et surtout l'ADN des virus. Et puis, avec le temps, j'ai fini par changer de regard. Disons que l'idée de l'animal-machine, du robot, du programme a permis évidemment de comprendre pas mal de choses. Mais il arrive un moment où on a envie de changer d'histoire. Alors, je le dis exprès comme ça, c'est-à-dire que, vous voyez, l'histoire de la génétique,
il y a un effet, pour moi, il y a eu un effet d'ennui. Peut-être que j'en ai trop fait. Et il y a eu un effet à la fois d'ennui et d'envie de faire autre chose. Vous voyez, la génétique a un peu réponse à tout, hein. Pourquoi il y a un bras, il y a un gène du bras. Pourquoi il y a une tête, il y a un gène de la tête. Donc c'est un peu, vous voyez, sur le plan artistique, c'est comme si on vous racontait l'histoire du chaperon rouge 1000 fois en changeant juste la couleur, quoi. Au bout d'un moment, on en a un peu assez. Donc ça, je dirais, c'est quand même l'idée d'émotion et de désir qui quand même anime un scientifique. On a beau être très rationnel, on est quand même guidé par des choses bien humaines. Et puis surtout, il restait des questions. Et on est quand même guidé par notre curiosité en permanence. Et déjà, même si la question reste, l'histoire du chaperon rouge 1000 fois avec changeant le gène de ceci, le gène de cela, ça finit par ne plus répondre à la question. Hein, dans les années 2000, avec un collègue, Jean-Jacques Cupiec, on a écrit un livre qu'on avait intitulé Ni Dieu ni gène. C'était un peu l'idée de notre ras-le-bol sur cette histoire de gène et l'envie aussi de raconter, de décrire le vivant autrement. Hein, vous voyez, pourquoi on l'avait appelé comme ça? Bon, c'est peut-être notre petit côté anarchiste sage, hein, quand même, qui était caché là, qui se cachait dans ce titre, mais aussi l'idée de l'explication qui n'en est pas une. Vous voyez, pour les biologistes anciens, pourquoi il y avait l'arbre? Ben, Dieu a mis l'arbre. Et pourquoi il y a la prairie? Parce que Dieu a mis la prairie. Pourquoi il y a des vaches dans la prairie? Parce que Dieu a mis les vaches dans la prairie. Donc c'était une sorte d'explication universelle. Alors j'ai rien contre une certaine spiritualité, hein, une image de Dieu un peu spirituelle. Soyons clairs, c'est plus ce côté explication universelle qui, en tant que scientifique, me convient pas trop. Et vous voyez que Dieu était une sorte d'explication, en tout cas dans nos cultures, une sorte d'explication universelle. Mais après, il y avait des questions impossibles, qui est, bon, comment il a fait pour mettre l'arbre, la vache et tout ça? Bon, ça, on ne sait pas. Et lui, d'où il vient, on ne sait pas non plus. Donc ça, c'était pour Dieu. Et puis après, si on regarde la génétique, on s'aperçoit que la structure de l'explication est un peu du même genre. Surtout quand on travaille comme moi, on a beaucoup travaillé sur les gènes, l'ADN et les génétiques. On avait un schéma d'explication qui était du même genre, parce que pourquoi il y a un bras, il y a un gène du bras. Pourquoi il y a un œil, il y a un gène de l'œil, et ainsi de suite. Et puis, d'où vient le gène? Qui l'a fait, le gène? Comment il est apparu? Mystère total. Et comment fait le gène pour construire l'œil ou le bras? Mystère total. Donc, on avait une sorte d'explication fourre-tout dans la génétique, qui était un outil utile, une base de réflexion utile, mais qui finissait par ne pas répondre à nos questions. Et puis, peu à peu, c'est une longue histoire, mais moi, je travaillais sur les gènes des virus. Hein, et je dirais, ma carrière a vraiment démarré dans les années 80, quand je me suis intéressé aux gènes du virus du sida. Alors, le sida, c'est quand même un problème, ça l'est toujours d'ailleurs, moins maintenant parce qu'on a des traitements, mais pas pour tout le monde, malheureusement. C'est un problème quand même, surtout à l'époque, qui était vraiment dramatique. C'était quand même une grande épidémie aussi, même si on n'a pas enfermé tout le monde. Je me dis parfois que si le sida était arrivé en 2020, on aurait eu interdiction du sexe, sauf à moins d'1 kilomètre de chez soi pendant 1 heure maximum, un truc comme ça. Et que c'est vrai qu'on a une approche aujourd'hui de l'épidémie qui est un peu extrême. Donc, quand je travaillais sur le virus du sida, pour des raisons très techniques, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis aperçu qu'il y avait 2 visions possibles sur le virus. Et là, ça se connecte un peu avec votre première question sur la familiarité, le regard qu'on peut avoir sur le virus. Vous voyez qu'il y a 2 regards possibles. Un premier regard qui est de voir le virus comme un robot minuscule. Vous voyez, on n'arrive même pas à le voir, mais on peut avoir. Mais c'est plus une façon de le ressentir. Hein. C'est une sorte de point de départ ressenti. Ce n'est pas une approche technique du virus. C'est une sorte d'a priori qu'on a, que le virus est une micro-machine aussi petite et invisible qu'infernale. Vous voyez bien que l'idée qu'il arrive à nous tuer sans même qu'on le voit et on ne sait même pas comment, quelque part, ça fait tellement peur
qu'on a tendance à le voir comme une sorte de machine infernale, aussi machiavélique que compliquée. Parce que c'est vrai qu'une machine comme ça, bon, on a beau avoir des théories du complot qui tournent en ce moment, personne n'est capable de la faire. C'est très difficile. Personne ne peut construire une machine aussi sophistiquée et aussi terrifiante. Donc, vous voyez que c'est un premier regard. Mais si on part de ce regard-là pour faire de la science technique derrière, on va chercher quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que quelque part, on renonce d'emblée à une explication simple. Vous voyez, ça me fait penser, j'ai un ami, il est incapable de changer une ampoule. Pourquoi il est incapable de changer une ampoule? Parce qu'il a décidé que c'était très compliqué et très dangereux avant même d'essayer, et que du coup, il s'interdit toute façon simple de l'aborder. Et avec le virus, on était un peu piégé là-dedans, et ça, si vous voulez, il y a eu des points très techniques, notamment quand on a étudié l'évolution de la charge virale au cours du sida. Il fallait inventer des trucs impossibles, du genre à un moment, tous les virus appuyaient sur un bouton qu'ils avaient quelque part dans leur gène et hop, ils se cachaient, tous ensemble. Mais vous voyez, quand on est infecté par un virus, vous parliez de milliards de gens confinés, mais les virus, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux que nous. C'est-à-dire que il y a des milliards et milliards de virus dans une seule personne. Donc l'idée qu'on puisse appuyer sur un bouton du virus… Certaines personnes, ça se voit plus que d'autres. Ouais, aussi. Oui. Mais vous voyez que l'idée technique qu'il y aurait quelque part dans la machine infernale de tous ces milliards de virus dans une seule personne, un bouton sur lequel les virus, ils appuient tous en même temps pour se cacher, vous voyez, c'est un peu… À un moment, on se dit, mais c'est pas un peu délirant cette idée-là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui arrive avec un porte-voix. « Hé, les virus, attention à 3, tout le monde se planque. » Et hop, 10 milliards de virus, tout petits comme ça, ils n'ont même pas d'oreille pour entendre quoi que ce soit. Pouf, terminé, caché, on les voit plus. Donc, j'ai commencé à me dire qu'on était peut-être parti d'un point de départ de cette machine aussi minuscule qu'infernale, gouvernée par ces gènes. En plus, il faut rajouter que j'ai passé 10 ans à retourner les gènes, à les étudier dans tous les sens, et puis je ne trouvais pas les réponses. Et puis peu à peu, j'ai fini par me dire, après tout, plutôt que de partir de l'idée que le virus est une machine compliquée, super compliquée et super, super compliquée, qui n'est pas un très bon point de départ pour trouver une solution simple, je me suis dit, après tout, on n'a qu'à le regarder comme un animal normal, comme une vache, je disais tout à l'heure, ou un lapin, ou j'en sais rien, un truc qui nous fait beaucoup moins peur, qui nous semble beaucoup plus simple en fait, et me dire que plutôt que de me dire que le virus est une voiture mais en beaucoup plus compliqué, j'ai qu'à me dire que le virus est une vache mais en beaucoup plus simple. Et du coup, ça donnait, je voulais, bon, vous voyez, on pourrait se dire, c'est quoi cette science-là de est-ce que le virus est il est fou ce gars, est-ce que le virus est une voiture compliquée ou une vache simple? Mais en fait, c'est quand même quelque chose de non dit qu'on a dans la tête quand on commence à travailler. Et par exemple, sur l'histoire des virus qui se cachent dans l'idée que c'est une machine avec un bouton dans le gène qui est un tout. En fait, quand je me dis après tout, si je travaille avec les modèles qu'on a sur la vache et que c'est un truc très simple, je devrais avoir une solution ultra simple. Et en fait, elle m'a sauté aux yeux. C'est qu'au moment où tous les virus se cachent, comme par hasard, c'est le moment où la réponse immunitaire qui détruit le virus, heureusement, même dans le cas du sida, elle le détruit pas mal, elle commence à monter en puissance. Le temps qu'elle se mette en route, voilà. Et c'est à ce moment-là que le virus disparaît. Mais j'ai dit, mais bon sang, on est idiot, quoi. C'est au moment où le virus se fait manger par le système immunitaire qui baisse. En fait, il ne s'est pas caché, il y en a juste moins, parce que la quantité de virus qu'on voit à chaque instant, elle est le résultat de la multiplication virale, moins ce que mange le système immunitaire. Donc, si ça baisse au moment où le système immunitaire attaque, c'est normal. Et vous voyez qu'un truc aussi bête que ça, tant qu'on était dans l'idée de la machine génétique ultra sophistiquée, on ne la posait même pas. Donc, avoir le virus comme un petit animal qui se fait manger par d'autres petits animaux qui sont dans notre corps
qu'on appelle les globules blancs, les lymphocytes du système immunitaire, on commençait à voir le sida comme une relation d'équilibre entre une proie, le virus, et son prédateur, le système immunitaire. Et on avait du coup, on se retrouvait avec des courbes qu'on observe en écologie moderne, hein, où on voit les relations entre les proies et les prédateurs. La proie arrive, le prédateur mange la proie, il se multiplie. Plus le prédateur se multiplie, plus la proie diminue. Et on a comme ça le nombre de proies, de virus, le nombre de prédateurs, le système immunitaire, qui sont dans une relation, une sorte qui commence à construire un écosystème entre eux. Et de fil en aiguille, on arrivait à voir notre propre corps. Le virus devenait un petit animal et notre propre corps n'était pas une machine non plus. Il devenait la forêt dans laquelle s'amuse le petit animal. Enfin, s'amuse. Il vit, lui, il vit sa vie. Hein. Il est ni gentil ni méchant, il vit sa vie comme tout le monde. Et voyez que là, on part d'un point de vue complètement différent sur le corps, où le corps est une forêt. Mais si le corps est une forêt, notre foie, c'est un élément de la forêt. Vous voyez que, je disais tout à l'heure, les anciens biologistes, ils disaient que dans la forêt, tout avait été mis en place par Dieu pour que la forêt soit une forêt. Il y avait une sorte de vision du tout planifiée où les éléments n'avaient pas leur vie à eux. C'était des pièces détachées d'un tout qui avait été construit par un grand architecte. Je me disais, dans l'idée donc ni Dieu ni gène, le corps était comme ça aussi. Il était conçu comme un tout avec des pièces détachées qui n'ont de sens que par rapport à un plan du tout qui doit fonctionner harmonieusement. Si on dit que le corps est une forêt, vous voyez que le virus est un petit animal qui vient mettre la pagaille là-dedans comme une sorte d'espèce invasive, mais les éléments du corps, ça devient comme les arbres. Les arbres n'est pas là parce qu'on leur a dit de faire l'arbre pour la forêt. Du coup, on donnait une sorte de liberté au virus qui devenait une sorte d'animal, mais notre cœur, notre foie, ils sont pas là pour faire le cœur ou le foie, ils font juste eux-mêmes. Ils le font pour eux, ils se trouvent dans des positions du corps où ils adoptent des spécialisations et ils s'organisent comme ça sans avoir une sorte de vision globale programmée. Et on passe donc de la machine, hein, l'horloge ou le robot, à un système d'éléments autonomes et en relation les uns avec les autres, comme aujourd'hui on a cette vision pour les écosystèmes. Voilà, je vous laisse. C'est assez passionnant d'envisager le corps humain comme un écosystème avec une vraie interdépendance. J'ai envie d'interpeller Céline D'Artagnan parce que du coup, ça renvoie à cette idée que le corps humain représente ce que l'on a dans l'environnement et ce qu'on a dans l'univers aussi. Ça vous parle, ces notions de corps écosystème, de ce corps forêt, Céline, vous qui êtes chamane? Oui, ça me parle, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu il n'y a pas si longtemps sur les vautours en Inde. Il y avait vachement de vautours en Inde et les vautours, on sait qu'ils ont ils ont une fonction d'équarrissage. Donc, dès qu'il y a effectivement des animaux qui meurent, ils sont là, ils viennent et ils nettoient. Et dans les années 80-90, en Inde, il y a eu une grande campagne de enfin, pas de vaccination, mais en tout cas de médicaments qui a été donnée au bétail. Et les vautours ont mangé les chairs et les os de ces bétails et les vautours ont disparu. Et quand il y a la place vacante, qu'est-ce qui arrive? Des chiens errants et des rats. Et c'est comme ça qu'en Inde, ils se sont retrouvés en fait avec la rage. Et c'est là où on considère qu'en fait, tout est lié pour le meilleur et pour le pire. Donc moi, ça me fait penser à cette histoire. Voilà. Pierre, dans le corps humain. C'est exactement ça, hein, Céline. C'est exactement ça. Si vous voulez, vous voyez bien qu'on pourrait imaginer que les vautours avaient été mis là pour nettoyer. Mais en fait, ils font le vautour, ils mangent ce qu'ils se trouvent à manger et puis ils se spécialisent dans cette activité. Ben, les cellules du système immunitaire, c'est des vautours. C'est pas des cellules qui, on dit en immunologie, quand on étudie le système immunitaire, on a une analogie guerrière. On dit que ils défendent le soi contre le non-soi. En gros, les globules blancs, c'est comme ils font le boulot des vautours à l'intérieur du corps forêt. C'est vraiment ça. Vous voyez que la vision du corps, on dit, j'avais imaginé une petite histoire où c'était un peu mon rêve d'ailleurs, où
l'immunologiste qui étudie les globules blancs, il invente une machine pour leur parler, parce que à force de les étudier, on se dit, si j'arrivais à leur parler, j'en saurais beaucoup, ça ira beaucoup plus vite. C'est mon côté un peu paresseux aussi, j'ai qu'à leur demander au lieu de les étudier pendant des années et des années. Donc j'avais inventé une petite machine qui me permettait de parler aux globules blancs. Et donc je faisais « Allô, monsieur le lymphocyte, est-ce que tu m'entends ?» Alors, oui, je t'entends. J'ai une question à te poser. Oui. Voilà. J'aimerais savoir pourquoi et comment tu fais pour me défendre contre mes infections, pour être sûr que mes maladies soient guéries, afin que je garde ma bonne santé. Alors, vous voyez, la question, déjà, la vision de la fonction du lymphocyte, à quel point elle est égocentrique. Hein, le lymphocyte, il est là pour ma santé, mes maladies, mes trucs. Que répond le lymphocyte? Il me répond, tais-toi, je mange. Parce qu'en fait, lui, il n'en a rien à fiche de moi, il ne sait même pas que j'existe, je le dérange, il est comme le vautour, il n'est pas là pour faire le ménage, il mange et c'est ça qu'il mange. Il mange les virus, il mange les bactéries, tout un tas de petites bestioles qui, de son point de vue, doivent être absolument délicieuses. Et il n'est pas là pour… vous voyez, le vautour, c'est comme s'il avait une sorte de mission supérieure qui lui dit, écoute, il y a des animaux morts là, il faut que quelqu'un nettoie et toi, tu es là pour ça. Non, il fait le vautour. Et le globule blanc, il fait pareil, il mange. En plus, il faut voir, hein, un virus, c'est invisible, mais quand on le regarde de près et qu'on sait comment il est constitué, c'est un beignet fourré. Au milieu, il y a des protéines. Tout ça est enveloppé dans une petite couche de graisse autour. Et puis, dans la couche de graisse, il y a du sucre. Il y a des trucs sucrés qui sont plantés. C'est un beignet. Hein. Moi, je suis sûr, je serais un globule blanc, je me jette dessus, je le goinfre. Et puis, l'immunologiste au-dessus, il dit, ah, j'ai un soldat qui est en train de me défendre, qui attaque, qui a vu que c'était un virus méchant et qui vient le manger. Il est à mes ordres, aux ordres de mon ADN. Et en fait, vous voyez, quand j'ai fini par me raconter l'histoire comme ça m'a mis du temps. J'ai dit, mais on est dans le délire total, quoi. Ce qui est assez génial dans ce que vous dites, je donnerai la parole ensuite à Frédéric Sigrist, mais ça me donne envie d'interroger Jonathan Pep, parce que ce dont vous parlez, c'est tout simplement de croyance. En fait, on change d'angle de vue et en fait, on peut faire dire ce que l'on veut aux événements et à ce que l'on observe en fonction de sa position culturelle, religieuse, ethnique, de l'époque dans laquelle on est et puis de son niveau de connaissance. Jonathan, c'est exactement ce que tu interroges dans tes œuvres d'art, la croyance. Oui, la croyance et l'instrumentalisation tout à fait en fait des éléments qui nous sont donnés à voir comme ça, l'instrumentalisation aussi par les personnes qui sont les personnes de pouvoir, les oligarchies, etc. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur juste une chose que j'ai entendue que je trouve assez amusante, c'est comment dire, une espèce de, en effet, l'anthropomorphisation. À un moment donné, il y avait l'idée d'un corps machine. Et ce que je trouve aussi assez amusant aujourd'hui, c'est cette espèce d'anthropomorphisation finalement d'un champ lexical qui est utilisé pour parler d'algorithmes et de programmes, par exemple. Et je pense aussi notamment aux algorithmes génétiques, qui sont, parce que là, il était aussi un peu question de génétique, et je trouvais ça amusant pour voilà, ou bien un réseau de neurones. Donc là, il y a aussi, si vous voulez, en fait, à la fois une manière d'aborder la question de la robotique, puisque c'est aussi des choses qui m'intéressent, la robotique et les technologies, selon un prisme, encore une fois, anthropocentré, qui est celui en fait du corps humain et des organes. Donc du coup, c'est drôle parce qu'il y a une sorte d'inversion dans le sens où d'un côté, on va étudier le corps comme si c'était une machine, et de l'autre côté, on va étudier la machine comme si c'était un corps. Et avec une sorte de renversement que je trouvais en fait, assez amusant. Et j'aime beaucoup l'idée du corps forêt parce que ça renvoie comme ça aussi peut-être à différents rapports d'échelle. Voilà, je trouve ça amusant. Mais... Alors, j'ai vu que Céline a réagi à ce que vient de dire Jonathan. Ouais.
C'est la même chose avec l'animisme. L'animisme, je refais juste une petite définition. L'animisme vient du mot latin anima, qui veut dire le souffle, la vie, l'âme, et qui veut qu'en chaque chose, que ce soit des animaux, des végétaux, des minéraux, des humains, voire même des objets, c'est là où on va se rejoindre effectivement, il y a une âme. Et en fait, cette âme est bien plus que ça, c'est elle est la source avec un grand S qui nous unit avec un lien invisible et qui rend n'importe quel habitant en fait de cette planète sacré. Et en fait, on est à partir de cette définition, où il y a quand même 3 mots clés qui est le sacré, l'âme et le lien. Eh bien, quand on fait de l'intelligence artificielle, ce que j'ai fait un peu dans mon ancienne vie, on essaye aussi de rendre les robots IA avec une âme. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper. Je pense que c'est plus de l'anthropomorphisme que de l'animisme sur ce cas-là. Fred, tu as toujours quelque chose à dire ou je donne la Oui, parole à Pierre Sonigo? Moi, je suis là, je distribue les évidemment. cartes. Mais en Fred. fait, je me demande depuis le début de l'émission, en écoutant tout ce qui a été dit, si là où on n'a pas fait fausse route, c'est justement dans cette idée que l'être humain et la civilisation qui en découle est dans la tête de beaucoup l'alpha et l'oméga de l'existence. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pensait que la Terre était le centre de l'univers, et puis ensuite notre système solaire, et qu'en fait tout tournerait autour de nous, et que même la manière dont on conçoit l'existence de ces virus, on ne les voit pas comme des entités autonomes qui font juste ce qu'ils ont à faire dans un certain contexte, mais comme des choses qui nous en voudraient à nous, parce que comme on a nous-mêmes créé des tas de choses, on est incapable de créer des objets qui n'est pas une utilité directe pour nous. Eh ben, en regardant la nature, on est incapable de penser que des choses auraient pu se créer pour autre chose que nous, une fois de plus. Est-ce que c'est pas ce prisme très fermé et je dirais presque cet ego de l'intelligence humaine qui nous rend très difficile à appréhender le fait que des organes, des virus, l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout un tas de choses existent, non pas pour servir un grand dessein, mais juste parce que elles existent par elles-mêmes. Est-ce que c'est pas ça finalement, cette leçon d'humilité qu'on n'arrive pas à recevoir ou à apprendre? Pierre Sonigo. Oui, exactement, c'est ça, hein. Si on regarde l'histoire des sciences, les grands progrès, en tout cas dans une vision, je dirais, occidentale, hein, de la science, il y a évidemment des influences culturelles et des visions qui peuvent différer selon les cultures. Mais vous voyez bien la révolution, la Terre était au centre, et puis on l'a bougé. Au début, même la nature, hein. Alors, normalement, depuis, on va dire, Darwin, pour simplifier, l'homme est plus au centre de la nature, en théorie du moins. Vous voyez, avant, on disait que l'arbre était là pour faire le bois pour l'homme, pour faire l'oiseau qui ferait l'œuf, qui donnerait à manger. Enfin, en gros, il y avait un système d'explication par la causalité. Mais vous voyez, si chaque chose a une cause qui l'explique, il y a quand même 2 éléments qui sont difficiles. C'est la cause, ce que les Grecs appelaient la cause première, c'est-à-dire la cause qui n'a pas de cause, qui était en gros, qui est devenue Dieu dans nos cultures. Et puis il y avait la cause finale, c'est-à-dire celle qui n'explique plus rien derrière. Et, et la cause finale, c'était bien sûr l'homme qui expliquait toute la chaîne de causalité et tout, on était effectivement le centre et l'aboutissement de tout. Alors, il y a eu entre-temps, il y a eu quand même des progrès de décentrage de la nature, hein. Les anciens appelaient la police de la nature, c'est-à-dire il y avait, en gros, c'était une vision divine d'organisation de la nature dont l'objectif était de servir l'homme. Et puis ça a changé, hein. Aujourd'hui, on ne dit pas que l'arbre est là pour faire l'arbre. Il n'est pas là pour faire le bois pour nous, il fait l'arbre et il comprend plus ou moins pourquoi et comment il fait l'arbre, mais plus personne dirait que l'arbre est... Enfin, pour un scientifique qui connaît un peu la biologie, on ne dit plus ça. Par contre, on continue à le faire à l'intérieur du corps. Vous voyez, à l'intérieur du corps, on dit le foie, il est là pour faire le foie, pour nous. Donc, il y a effectivement un centrage et un décentrement progressif qui s'opère au cours de l'histoire des sciences, et c'est exactement ce que vous avez raconté. En théorie, on l'a fait pour la nature, on l'a un peu décentré, peut-être pas totalement, hein, il y a peut-être des résidus culturels qui font que c'est pas totalement clair de ce côté-là, mais en médecine,
on est encore totalement centré, totalement égocentré, anthropocentré, pour reprendre les termes que vous avez tous dit. Céline D'Artagnan, cet anthropocentrisme, ce côté très, très égotique de l'Occident, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en Occident et en particulier dans la partie nord de la planète. Encore une manière d'être centré sur nous-mêmes, parce qu'en fait, on est une partie de l'Occident, on n'est pas tout l'Occident, on est toujours à l'Occident de quelque chose, en fait, quand on réfléchit. J'aime beaucoup, et je fais une petite digression, mais j'aime beaucoup ces planisphères australiens où le planisphère que l'on connaît est inversé avec l'Australie en haut, la tête en bas pour nous, et avec tout autour. C'est toujours intéressant d'aller dans les boutiques de cartographie et de voir un petit peu où se place le pays qui a dessiné le planisphère pour se rendre compte qu'en fin de compte, on n'est pas au centre de la planète. Et donc, j'en reviens à ma question. Excusez-moi, j'ai dévié, mais c'était un dérapage contrôlé. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. Je sais exactement où je voulais en venir. Et donc, cette notion d'anthropocentrage, centrisme, voilà, c'est quelque chose qui est totalement absent du chamanisme et de la spiritualité que vous portez, Céline. Oui, c'est absent. En fait, c'est absent pour plusieurs choses. Alors, pour remettre un peu toujours des définitions, le chamanisme est une pratique de l'animisme. Philippe Descola a beaucoup écrit d'ailleurs sur l'animisme. Donc, nous sommes en fait les chamans sont des praticiens de l'animisme. Et effectivement, il y a cette absence d'ère anthropocène ou de regard anthropocentrique, puisque moi, ce que je dis en tout cas, c'est que on a plutôt un regard isocène, c'est-à-dire qu'on s'inscrit plutôt dans une ère où on est dans une ère d'égalité. L'homme n'est pas au centre de la pyramide, mais il fait partie d'un tout. Il est à pied d'égalité avec ce tout. Et il est uni, il est lié de manière visible et de manière invisible. Donc ça, il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de moi supérieur. Voilà, on s'inscrit avec son environnement. Moi, Voilà, je remets mon micro. Oui, pardon, Pierre, vous vouliez réagir? Oui, moi, dans la vision du corps-forêt, il n'y a pas de tout. La notion de tout et de partie n'existe pas. Le tout est une partie comme les autres. Tout se rééquilibre dans un système continu et relationnel. Donc, il y a une approche assez similaire, en fait, entre les pratiques animistes et chamaniques et la pratique biologique et l'approche du corps humain dans les sciences que l'on connaît. Céline, il y a un autre sujet aussi qui était évoqué par Pierre dans sa démonstration, enfin dans son explication, c'est cette idée de début. C'est les grandes questions, on les a retrouvées quand on a reçu Hubert Reeves, qu'on a reçu Jean-Pierre Vibring, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on passe de l'inerte au vivant, est-ce qu'il y a eu un début à tout ça? Et donc, ça interroge, voilà, il y a toujours cette idée de est-ce qu'il y a une main, une force, une intelligence supérieure qui aurait géré tout ça? Est-ce que ça existe dans l'animisme, dans le chamanisme, ça? Est-ce qu'il y a eu un début, un Big Bang? L'animisme est… je pourrais pas débattre sur l'œuf et la poule, mais il y a effectivement, si on reprend, l'animisme en tout cas, est aussi vieille que les hommes. Jean-Claude, qui est un préhistorien qui a découvert la grotte de Chauvet, a porté longtemps la thèse que l'art pariétal n'était pas de l'art pour de l'art, mais était des anciens sites de rites chamaniques. Donc effectivement, le chamanisme et l'animisme est né aux confins effectivement du début des hommes. Il y avait cette sacralité et en fait, au fur et à mesure que l'homme est sorti de sa grotte et puis il a commencé à rester sur place, à faire de l'agriculture et puis après à réfléchir sur pas mal de choses et à vouloir maîtriser effectivement son environnement, on a assisté petit à petit à la désacralisation de son environnement, la désacralisation du tout. Savoir s'il y a une main divine, etc., ça, c'est un peu la conclusion de ce que souvent je raconte sur l'animisme, c'est que nous ne sommes pas les parties d'un tout, mais les porteurs du tout. Et
c'est ça, en fait, le plus important. C'est que nous sommes, ça c'est vraiment nous, moi je pense que nous sommes tous gardiens, en tout cas, de ce tout, que ce tout est un. C'est un peu, on va dire, philosophique, mais c'est un peu la vision, effectivement, qu'on a, nous, en tout cas, dans l'animisme. Le tout n'est pas un isoloir. On ne peut pas dire je me revendique avoir le tout, puis les autres non. Il y a cette notion de lien entre toutes choses sur Terre. J'aime beaucoup l'analogie avec la forêt que fait Pierre pour le corps humain, donc avec cette interdépendance et un écosystème. Est-ce qu'on peut dire que l'approche que vous avez de l'environnement, je fais attention à ne pas utiliser le mot nature, puisque le mot nature, je pense qu'il n'existe pas dans les cultures et les civilisations dont vous… On appelle ça le vivant. Oui, c'est ça. Donc, tout est lié dans le vivant. Et je me demande si l'approche que vous avez avec le chamanisme et avec l'animisme n'est pas quelque part quelque chose qui pourrait venir en aide à tous ces légistes, à tous ces juristes de l'environnement comme Valérie Cabanès qui veulent justement reconnaître le fait qu'il y ait des écocides et reconnaître tout simplement un droit aux rivières, aux forêts qui sont attaquées par la surexploitation. L'animisme, en fait, c'est un truc quand même assez contemporain parce que ça a traversé les âges et que ça porte pas mal de valeurs où vraiment nous devrions en tout cas nous inspirer de ces valeurs-là. Et ça porte en tout cas, moi je pense, des clés pour relever les défis qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des défis environnementaux, économiques, sanitaires, sociaux, etc. Un peu en arrière, donc je vous avais dit la désacralisation, on est sorti des grottes, etc. On a commencé à penser par nous-mêmes, on a voulu maîtriser la nature et on a désacralisé la nature. Et si je reviens un peu aussi en arrière en 1972, si vous avez lu en tout cas le rapport Meadows sur l'effondrement qui disait en 2020-2050, il y a un effondrement. C'est là qu'il y a eu l'avènement du développement durable, on en a fait des livres, il y a eu pas mal d'articles sur le sujet, etc. Et les entreprises ont commencé à penser sur 3 piliers qui étaient des piliers écologiques, sociaux et environnementaux. Sauf que le constat, c'est que plus de 40 ans plus tard, après ce rapport Meadows qui a eu 3 éditions, les choses n'ont pas vraiment évolué, elles se sont un peu empirées. En 40 ans, 60% des espèces se sont éteintes, etc. On a vu des feux de forêt, je ne vous raconte même pas les millions d'hectares, il y en a eu 12 millions d'hectares qui ont été déforestés en 2019. Qu'est-ce qu'on a raté ? Il est où le climax ? Alors, est-ce qu'effectivement, il y a plusieurs scénarios. Est-ce qu'il faut continuer à être anthropocentriste, donc c'est-à-dire faire fi du lien entre le vivant ? Est-ce qu'il faut plutôt avoir une pensée transhumaniste, c'est-à-dire, comme le dit très bien celui qui a écrit Homo Deus, est-ce qu'il faut être un peu homme divin ou devin, ou est-ce qu'il faut être ultra connecté et demain, il y aura la disparition de plusieurs cours d'eau et donc j'ai besoin de mon téléphone pour écouter l'eau de la nature. Et en fait, c'est là où l'animisme, je pense, est une clé puisque c'est une philosophie écologique, c'est un outil juridique, et on va revenir sur Valérie Cabanès, c'est une solution complémentaire sanitaire, c'est un moyen thérapeutique, c'est un nouvel angle de vue peut-être scientifique, là je pousse peut-être dans les retranchements, et c'est aussi une source d'innovation. Et pour résumer un peu ces 5 clés, si c'est une philosophie écologique, eh bien c'est parce que ça nous demande, l'animisme, de respecter la nature. Les chamans, nous n'avons pas le droit de ramasser un caillou. Quand je fais une cérémonie en Mongolie, je dois remettre les mottes de terre dans le bon sens avec les pieds. Tous les profs que j'ai eus qui sont dans des tribus, la tribu des Dalrat ou des Tuva, ont un sacré respect et sont même, ce qu'on pourrait penser ici, activistes. Mon premier professeur s'est battu contre des industries minières australiennes pour éviter qu'elles forent le sol à Moron, qui est une région dans le nord de la Mongolie. La deuxième, c'est un outil, effectivement, je pense, juridique, puisque l'animisme nous dit que si nous sommes tous liés, si nous sommes dans une ère, en tout cas isocène, nous sommes tous égaux. Et ça veut dire que si nous sommes tous égaux, on est en train de manquer à nos devoirs. En tout cas, on pense qu'on a plus de droits que de devoirs. Et si on a beaucoup de devoirs, c'est-à-dire peut-être qu'on est en train de tuer une partie de nous-mêmes si on est tous liés et tous égaux. Donc là-dessus, alors, il y a Valérie Cabanès, effectivement, qui est une juriste en droit international et qui défend l'écocide pour les générations futures.
et qui donne un exemple assez concret avec les Maoris en Nouvelle-Zélande, qui demandent depuis 1870 que leur fleuve sacré, qui est le Te Awatupua, soit reconnu comme entité individuelle. Donc, il faudrait effectivement qu'on arrive à faire ce travail pour des montagnes qui sont des divinités, les rivières qui sont les veines de la terre et les forêts qui sont sacrées. Il y a pas mal d'autres outils qui existent. Je pense aussi à la Déclaration universelle des droits de la terre-mer qui a été écrite il y a 10 ans par les autochtones. Voilà, il y a pas mal de choses. Le troisième, je disais que c'est une solution complémentaire sanitaire. Effectivement, on sait que produire des médicaments, c'est long. Ça demande de beaucoup d'argent, ça demande de déposer des brevets et souvent, parfois, ça rejette des résidus dans les eaux usées. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Je pense à la déclaration de Alma-Ata qui a été écrite, je crois, en 1978, qui poussait la promotion et la valorisation des médecines traditionnelles, surtout dans les pays africains, et qui demandait une espèce de collaboration entre médecine traditionnelle et médecine classique. 40 ans plus tard, l'OMS, quand c'était encore, alors je ne sais plus si c'est encore Margaret Chan qui était à la tête de l'OMS, qui essaye justement aussi de pousser la médecine traditionnelle parce qu'elle considère que c'est un soin de santé universel et demande toujours cette collaboration. Et il y a des exemples qui existent dans le monde, effectivement, avec cette médecine traditionnelle. Et je vais aller au Japon, ils sont shinto, animistes. Et au Japon, vous allez avoir 84% des médecins traditionnels, vous allez avoir les médecins traditionnels qui vont prescrire à 84% la médecine traditionnelle Campo. Et en plus, c'est remboursé par l'assurance maladie là-bas. Donc, il y a des solutions, on va dire, qui existent. Ça peut être aussi une clé d'outils thérapeutiques. Toujours au Japon, vous avez ce qu'ils appellent les bains de forêt, qu'on appelle ici la sylvothérapie. Donc, c'est aller en forêt et on sait que ça agit sur le corps. Alors après, peut-être que Pierre, tu réagiras sur l'épigénétique. Moi, je ne suis pas spécialiste de la génétique et de l'épigénétique, mais on sait qu'effectivement, mettre le corps humain dans un contexte et un environnement pendant un moment, il peut y avoir des changements qui s'opèrent. En tout cas, mettre un humain dans une forêt, visiblement, c'est prouvé scientifiquement, ça fait du bien. Et ensuite, vous avez l'animisme comme nouvel angle de vue scientifique. Et c'est là où, en fait, il faudrait peut-être arrêter de se dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment possible de parler aux animaux? Et en fait, si c'est nous qui avions quelque chose à réapprendre. Et je vais reprendre en fait un exemple qui a été écrit dans le livre Révolution animale. Il y a un chapitre écrit par Dominique Lestel, qui est philosophe et qui travaille avec les éthologues. Et il dit qu'en fait, les éthologues se mettent comme des voyeurs un peu transparents, alors que dans le monde animal, l'indifférence, on ne connaît pas. Et en fait, c'est peut-être ce que tu disais aussi, Sébastien, c'est vraiment très occidental, cette espèce d'incommunicabilité, le fait de se mettre en retrait. Je pense qu'on a vraiment des choses à réapprendre et c'est pas de savoir si on peut le faire, mais pourquoi et comment on peut restaurer ce lien qu'on a perdu. Et enfin, la dernière clé qu'offre l'animisme, ça serait une inspiration technologique, et ça, on le voit avec tout ce qui est le biomimétisme. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On ne va pas pouvoir faire réagir sur tous les sujets. Et je trouve ça absolument passionnant. Je voulais faire réagir Pierre Sonigo, puis ensuite parler avec Jonathan. Mais comme Frédéric a levé la main et qu'on est dans un espace de démocratie absolue, tu as levé la main. Tu as la parole, Frédéric Sigrist. Oui, j'ai deux questions. Ah non, une seule. Non, j'en posais une déjà. Je poserai la seconde plus tard. En ce moment, il y a énormément, je le vois sur les réseaux sociaux, beaucoup d'images qui montrent ces endroits où la nature est revenue parce que l'inactivité des hommes a fait que certains animaux vont dans des espaces où ils n'étaient plus, la végétation qui reprend ses droits, et avec à chaque fois cette idée de c'est nous le problème, nous sommes le virus. Et donc là, comme je suis en compagnie de gens qui maîtrisent cette idée de est-ce qu'on fait partie d'un tout, enfin, même si le mot n'existe pas, mais ou est-ce que tout tourne autour de nous, j'aimerais savoir si on a véritablement un comportement qui s'apparente à celui d'un virus. Est-ce que si jamais on prend du recul par rapport à l'humanité, est-ce qu'on a des similitudes avec la manière dont vit le virus, c'est-à-dire de se déplacer d'un endroit à un autre,
en pillant les ressources pour assurer sa propre prospérité. Et une fois que c'est parti, hop, on va ailleurs, etc., etc. Est-ce que si jamais on regardait tout ça avec un regard autre que celui de l'être humain, on pourrait se dire, en regardant la Terre, en disant, ah, mais en fait, c'est eux le problème, comme il est si souvent dit, ou est-ce que c'est encore une fois une manière de se détester nous-mêmes? Je ne sais pas. Alors, on a la chance d'avoir un spécialiste des virus ici. J'ai juste envie de te dire, Fred, si j'ai bien écouté ce qu'a dit Pierre, est-ce que franchement, j'ai la gueule d'un beignet? Est-ce que je ressemble à un gros donuts? Non, franchement. Non, mais Pierre, plus sérieusement. Alors, est-ce que c'est vrai que beaucoup, et chez les activistes en particulier, nous désignent comme étant des virus extrêmement virulents? Est-ce qu'il y a une analogie possible? Oui, la réponse est dans la question. Vous voyez bien que si on change d'échelle, autant le virus, sinon on est sa forêt et le virus, il fait que se multiplier et puis faire sa vie de virus et puis ça fait quand même assez mal à la forêt. Vous voyez bien qu'à l'échelle de la planète, on est un sacré virus assez nuisible et assez efficace dans son côté. On rend la planète malade. Hein, et pour moi, à des échelles différentes, évidemment, on n'est pas un virus exactement à la même échelle, mais sur les grands principes, on est une espèce qui fait sa vie et qui prend les ressources autour. Et bien sûr, je pense que pour la planète, on est un virus. Et bim! Bah oui, non, non, mais c'est intéressant, mais ça veut dire que… Vous voyez, ouais, ça me rappelle une histoire. Vous savez, quand on étudie la virologie, on dit toujours aux étudiants, on ne sait pas trop, ça rejoint aussi la question du vivant et du non-vivant. Et les définitions de la vie que vous avez abordées, qui est une grande question, que vous avez abordée déjà dans votre émission, avec Big Brain notamment. Mais en général, on dit aux étudiants, le virus n'est pas vivant. Hein, le virus, il est juste en dessous du vivant. Il n'est pas vivant. Alors pourquoi il n'est pas vivant? Parce qu'on dit que c'est un parasite obligatoire. C'est-à-dire, vous voyez bien que le virus, si on le sort du corps humain, il n'a pas les moyens de se multiplier. Il ne peut se multiplier que dans le corps humain. Donc, hors du corps humain, il ne se multiplie pas. Dans le corps humain, il se multiplie. Donc, on dit que c'est un parasite obligatoire qui n'a pas un des critères qu'on donne en général aux vivants, c'est une sorte d'autonomie reproductive. Donc, on dit ça aux étudiants. Moi, quand on me l'a dit la première fois, j'ai dit, bon, très bien, je vais accepter. Mais en y réfléchissant, vous voyez, c'est quoi cette histoire d'autonomie reproductive? Vous prenez n'importe quel animal, vous voyez, le virus, il est dans sa forêt, c'est nous, il se multiplie dans sa forêt. Vous le sortez de sa forêt, et il ne va rien se passer, c'est normal, mais vous prenez n'importe quelle bestiole, je ne sais pas, vous prenez une vache, elle est dans son pré, elle se multiplie, vous la prenez, vous la jetez dans l'espace, elle va arrêter de se multiplier. Donc, elle est, elle aussi, un parasite obligatoire. Et nous, évidemment qu'on l'est. On ne serait rien sans les plantes qui captent la lumière du soleil pour nous faire à manger. Sans les bactéries, on a plus de bactéries dans le ventre que de cellules. Sans ces bactéries, alors est-ce qu'elles sont nous, est-ce qu'elles ne sont pas nous? Il y a un grand débat chez les biologistes, mais on n'est l'autonomie par rapport à l'écosystème n'existe pas. L'individu est une notion bien construite qui ne correspond pas à une sorte de réalité absolue. Et on retrouve les visions que Céline a exposées. Hein. Vous voyez, en fait, ce qu'on réalise, c'est que dans tous les systèmes de pensée, il y a des choses assez profondément cachées. Il y a une sorte de philosophie, d'épistémologie. Il y a des principes cachés qui ne relèvent pas de la démonstration, qui sont des décisions qu'on prend au départ. Donc, et on voit bien que dans l'idée du corps-forêt, dans l'animisme, alors, il y a un déploiement, des détails, un langage qui ne sont pas les mêmes entre la biologie moderne que je pratique et le chamanisme. Il n'y a pas un jargon et des convergences, mais il y a une convergence très profonde sur ces sortes de visions de départ qu'on ne démontre pas et qui sont un peu hors d'atteinte, une sorte d'axiomatique ou de prémices cachées, qui sont ceux de la continuité, de la relation. Et c'est là où on se rejoint. Hein, ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est très moderne, la biologie des systèmes, elle repose sur une vision préalable qui est celle de l'animisme. Ah, mon micro fonctionne? Oui.
Oui, pardon, Ouais, Céline, ton micro est ouvert. Oui, Céline D'Artagnan. Donc, oui, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est vrai, alors on n'a pas le même vocable, mais effectivement, dans l'animisme, tout est à sa juste place. Et pour répondre à la question, parce que souvent on me demande est-ce que c'est une croyance, une philosophie ou une religion ou une spiritualité, j'ai envie de dire que c'est juste une façon d'être au monde. Et si on comprend qu'il faut s'inscrire dans cette façon d'être, euh, on est en harmonie et effectivement on est à sa juste place. Jonathan Pep, tu es donc plasticien, artiste d'art contemporain. Tu fais des installations, des vidéos, des sculptures, du dessin. Tu viens de l'école du Frénois, qui aime bien justement qui a une appétence pour les nouvelles technologies et pour la science. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, que ce soit par Céline ou Pierre Sonigo, que ce soit du côté du chamanisme ou de la biologie, qui font écho à ton travail, parce que tu interroges les croyances, tu interroges aussi cette notion de vivant et de non-vivant, ce passage de l'inerte au vivant. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? J'aime bien l'idée aussi, enfin, en effet, que finalement les croyances viennent se nicher là, enfin, aux limites du savoir et dans les zones qui sont explorées. Et donc, du coup, en effet, comme ce qui a été dit, qui sont des espèces de postulats et presque des espèces de grilles qui vont venir se poser sur le monde qui va être observé, analysé et ensuite duquel on va tirer des savoirs. Et il y a en effet, enfin, ce que je trouve assez amusant, c'est qu'il y a en ce moment des débats autour de la question de la redéfinition de ce que c'est que le vivant. Et donc, du coup, de la limite entre en fait, même, voilà, je trouvais ça super intéressant, en effet, lorsqu'on parlait de la question du parasite, qui est est-ce que l'humain n'est-il pas aussi finalement est-il vivant puisqu'il est lui aussi un parasite comme le virus? Et au même titre, je sais pas, on peut dire que le Soleil est peut-être aussi un parasite de la galaxie, puisque sans la galaxie, le système solaire devient instable et ainsi de suite. Donc, enfin, voilà, donc, euh, est-ce que c'est ça ce qui fait que on peut définir un être vivant comme étant un être vivant, c'est-à-dire est-ce qu'un être vivant est vivant dès lors qu'il est dans son environnement, quoi, et qu'il est on dire, indissociable ou dont la forme dépend de l'environnement. Ça, je trouve ça des questions assez passionnantes. Et donc en effet, oui, je viens du Frénois. J'ai réalisé donc en deuxième année une œuvre dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle Exobiote. Les technologies avaient un devenir organique, comme ça, un devenir souple, un peu comme le corps, par anthropomimétisme, je ne sais pas si on peut dire ça, ou simplement essayer en mimant le vivant. Et donc, il s'avère que sur mon chemin, j'ai découvert ça. Enfin, c'était en 2015 que cette œuvre-là a été réalisée, donc c'était déjà 5 ans. En observant ça, je me suis demandé si la technologie avait un devenir organique, de plus en plus proche du corps. On sait que voilà, le rapport qu'on a avec notre smartphone, qui est une espèce de rapport intime, quoi. Le rapport qu'on peut avoir, il y a aussi des technologies qui viennent comme ça se greffer dans le corps. Je pense par exemple aux électrodes qu'on met dans le cerveau pour soigner des maladies comme Parkinson ou même si, bon, là, disons que là, il y avait quelque chose qui était plutôt de l'ordre d'une sorte de greffe. Oui, ça envoie au transhumanisme. C'est une Bien vraie sûr. notion évoquée par Céline tout à l'heure. Pierre, ces notions de transhumanisme, parce que quelque part, ça renvoie aussi à ce que disait tout à l'heure Céline sur la technologie qui peut nous aider à contrer le dérèglement climatique. La technologie, aujourd'hui, on en parle beaucoup avec ce transhumanisme et cet homme augmenté. Quel est votre point de vue biologiste là-dessus? Ouais, j'en ai pas vraiment. C'est bon, c'est de la technologie, c'est appliqué à l'homme, à ce qu'on peut faire. Bon, moi, j'ai envie de dire, c'est amusant. Enfin, d'un certain point de vue, vous voyez, on se rapproche du robot. Ça me fait, à vrai dire, ça me fait pas rêver, voilà. Céline, est-ce que toi, ça te fait rêver? Non, non, ça ne me fait pas rêver. Le transhumanisme pourrait être utile s'il a une fonction effectivement pour organiser de manière harmonieuse le vivant. Je suis toujours moi dans ce tout est un. Si c'est pour rendre l'homme encore plus augmenté 2.0 et Homo Deus, comme s'embarque Elon Musk avec Neuralink, qui prévoit dans 2 ans effectivement que les humains puissent se parler sans l'usage en tout cas de la voix, moi je trouve ça un peu triste quand même.
Jonathan, tu voulais rajouter quelque chose sur… Oui, moi ce que je fais en tant que plasticien, c'est un peu la même chose que ce que font beaucoup d'auteurs de science-fiction. Enfin, moi, je m'inscris plus là-dedans, c'est-à-dire que on va essayer de. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'imaginer des récits qui ont une coloration assez dystopique, en fait, en général. Donc, du coup, c'est pas une promotion des techniques que je fais, c'est plutôt j'écris des fictions et qui mettent en scène des techniques contemporaines. Juste, je les mets en regard et après, j'essaie de les transformer, de les colorer, de leur donner une sorte de les hybrider, comment dire, une Gibson. formelle encadrée entre différents champs lexicaux formels. Donc là, quelque chose qui était un peu de l'ordre. Formellement, ça ressemble à la fois à quelque chose de médical, à des sextoys ou à bien à des formes de vie aquatique, par exemple. Il y avait comme ça une sorte d'encadrement de la polysémie et dans l'idée d'écrire un récit comme ça qui soit dystopique et de mettre en regard des choses qui se font aussi dans la recherche. Mais en même temps, c'est ça qui est compliqué, c'est que la réalité n'a pas que… déjà, c'est pas tout blanc ou tout noir. Les choses, ces chercheurs-là, de l'INRIA, moi je trouve ils font un travail aussi très intéressant. Et moi, mon but dans la collaboration que j'ai eue avec eux, c'était pas de les descendre, c'était aussi de leur permettre aussi d'avoir une sorte de regard et de recul critique sur leur travail et de leur permettre aussi d'exister autrement que par des commandes d'industriels. Voilà. Donc c'est aussi une manière de montrer que une technique, bien qu'elle puisse paraître dystopique parce qu'elle est instrumentalisée par des industriels ou juste simplement, elle peut être développée aussi d'une autre façon, même si de prime abord, elle a une coloration dystopique comme ça. Ce qui est dystopique, c'est surtout en fait la manière dont on va l'utiliser. Voilà. Donc après, bon, ça c'est aussi justement la question de la croyance, puisque la croyance vient se nicher là où le savoir s'arrête, enfin, où les connaissances s'arrêtent aussi. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'au Moyen Âge, on essayait de maintenir en fait les populations dans une forme d'obscurantisme, puisque ça pouvait permettre de nicher les croyances qu'on voulait, donc du coup d'instrumentaliser la population. Moi, en fait, j'ai fait une nouvelle. Enfin, récemment, j'ai fait une autre œuvre qui s'appelle Aruspice. Donc, Aruspice, c'est un aruspice chez les Étrusques. C'était une personne voilà, qui était souvent mise à l'écart du village et qui pouvait procéder à ce qu'on appelle des hépatoscopies. Donc, du coup, c'est-à-dire, il y avait un rituel comme ça sacrificiel où on tuait une bête et puis ensuite on extrayait les organes et l'aruspice, souvent drogué comme ça, était invité à lire et à dire l'avenir dans les entrailles de cette créature. Donc, du coup, c'était une personne qui était à l'interface comme ça entre les humains et les dieux et qui servait comme ça un peu de traducteur grâce à des éléments comme ça du vivant, organique. Et donc il y avait plein d'images comme ça qui sont assez belles qu'on peut trouver sur internet, des représentations d'une sorte de cartographie comme ça de quelle partie du foie correspond à quoi, etc. Et voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était de fabriquer une machine qui serait qui pourrait lire dans ses propres entrailles et qui serait aussi une sorte d'interface entre les humains et les dieux. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une forme de croyance comme ça dans la technologie qui va pouvoir nous apporter des espèces de solutions. C'est plus Homo Deus, cette fois-ci, c'est la machine Dieu, finalement. Donc, il y a une sorte de croyance collective, selon moi, enfin, en tout cas, telle que je la vois, dans la solution technologique et la croyance que l'espèce aussi, comment dire, une sorte tout à l'heure, Céline parlait un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y a deux types de peurs qui sont en train de se manifester aujourd'hui. C'est à la fois la peur dans l'intelligence, dans l'intelligence artificielle comme ça, et dans cette possible émergence comme ça, singularité qui viendrait supplanter l'intelligence humaine et qui viendrait, comme on peut voir dans beaucoup de littérature et de films dystopiques. Et d'un autre côté, la peur dans l'effondrement complet de la biomasse et de la vie sur Terre. Donc cette espèce de double peur un peu schizophrène, à la fois une vision comme celle prodiguée par les GAFAM transhumanistes où l'homme comme ça pourrait atteindre le corps humain grâce à la technique pourrait devenir immortel, et d'un autre côté la peur que
qu'on entre dans un ère Mad Max avec plus aucune végétation et une sorte de sauvagerie humaine. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça évoque des choses chez vous, ce que vient de dire et de montrer Jonathan, Céline, par exemple? Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Merci Jonathan, et ton travail est très très intéressant. Surtout là sur les entrailles. Alors moi au démarrage, hein, moi je viens aussi d'un milieu plutôt scientifique aussi. Mais au démarrage, c'est sûr que quand vous arrivez en Mongolie et qu'on vous dit bah tiens on va lire dans des omoplates de moutons, c'est étrange. Vous dites mais qu'est-ce que effectivement, en tout cas le tout, les dieux entre guillemets, vont nous raconter à travers des omoplates de moutons qu'on d'ailleurs met au feu. Il faut attendre un certain temps pour que vraiment il brûle et après on puisse lire certaines lignes. Ce qui existe encore aussi, c'est ces anciens arts divinatoires, hein, dans le sable, que je pense parce que je suis d'origine berbère touareg d'Algérie, qu'on appelle la géomancie, et qu'on utilise les éléments. Donc en Afrique, on peut utiliser l'eau, on peut utiliser, il y a d'autres qui utilisent le feu, les entrailles. Ça, c'est assez intéressant. Et ça a toujours été, d'ailleurs, les cailloux, le vent. Voilà, il y a toujours eu cette espèce d'intermédiaire, comme tu disais, entre l'espèce de Dieu, en tout cas, j'en sais rien comment on peut l'appeler, le tout, ou quelque chose de métaphysique. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a une espèce de trou dans la raquette, et l'homme. Et la deuxième chose, effectivement, je trouve que l'art fait beaucoup interrogé, effectivement, et fait appel à pas mal de choses, et surtout ce qui est transhumanisme, etc. Tout ça, quand même, assez intéressant. Pierre Sonigo, comment est-ce que le biologiste que vous êtes a été interpellé par ces œuvres, en particulier la dernière, la Aruspice, où on reproduit les entrailles, et il a évoqué des choses dont vous avez parlé avec le corps forêt. Oui, moi j'adore. Merci Jonathan et bravo. C'est très inspirant. Je voudrais pas faire de commentaires. Ça n'appelle pas de commentaires, ça appelle effectivement des émotions et du ressenti, et je trouve ça magnifique. Il y a dans la démarche de Jonathan cette idée de s'inspirer de la technologie, de l'art pour interroger l'époque, et c'est tout ce qu'on demande à un artiste, entre autres ce qu'on peut demander à un artiste. Est-ce que dans votre pratique scientifique, Pierre, vous avez été déjà sollicité par des artistes ou tenté de collaborer avec le milieu artistique? Oui, 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 on a fait. Enfin, j'ai déjà participé à des émissions qui ont un peu ou des spectacles qui ont un peu le format du vôtre. Mmh. Donc bien sûr, et puis c'est important, comme disait aussi Céline, l'harmonie, elle est pas avec ou sans la technologie, elle est ou elle est pas là, quoi. C'est pas la technologie qui fait l'harmonie ou pas. On peut imaginer dans cette recherche d'harmonie faire intervenir la technologie, et l'art aussi nous éclaire sur sur ce qu'on pense, un peu comme les omoplates de moutons. L'omoplate enfin moi je le vois comme ça, c'est une façon de se concentrer, de ressentir les choses et de pouvoir les exprimer. Et l'art a aussi cette fonction. Moi j'ai du mal à établir une frontière, parce que au fur et à mesure de la pratique de la science, on réalise à quel point on est guidé par des émotions, des intuitions, du ressenti, notre connexion. Moi, je vois bien, j'ai passé quand même des décennies à lire non pas des omoplates de moutons, mais des virus, à me concentrer dessus, à essayer de ressentir les choses, à essayer à partir de ce ressenti, de faire des choses plus formelles. Hein. C'est mon travail de scientifique, de les mettre en mots, de les mettre parfois dans des choses un peu plus compliquées ou dans un langage un peu plus technique. Mais si vous voulez, le point de départ, c'est toujours le même. Il y a des choses très artistiques dans notre pratique. Au moment où je travaillais avec des physiciens qui étudient les formes de la matière, par exemple Stéphane Douady qui regardait la forme des dunes, et on s'apercevait que la façon dont les dunes se forment, se déplacent, permet d'établir des connexions, et crée du sens dans la façon dont on regarde à la fois cette sorte d'aller-retour dont on parlait tout à l'heure, entre des choses. Vous voyez, l'intérêt des histoires qu'on raconte en science, c'est de pouvoir
éclairé par ces allers-retours. Et les dunes éclairent le vivant et le vivant éclaire les dunes de la même manière que Jonathan, je crois, qu'il disait tout à l'heure, les algorithmes génétiques éclairent la génétique et l'informatique. Il y a ces sortes d'allers-retours, dans sorte de cristallisation de sens et d'éclairage que ça fait pour nous. Aussi, Sébastien, vous parliez d'angle de vue, mais c'est ça l'histoire, parce que la réalité, elle est là. Il faut bien qu'on l'accroche d'une manière ou d'une autre, et d'une manière qui fait du sens pour nous. Alors pour les anciens, ça faisait beaucoup de sens d'avoir Dieu qui organisait la forêt. Après, on s'est mis à trouver que ça faisait du bien à nos têtes de voir le corps comme une horloge ou comme un robot. Et aujourd'hui, on est dans l'ère de notre temps. Moi, ça me fait du bien et ça m'éclaire plus de voir le corps comme une forêt. Le corps n'a pas changé entre-temps. Mais cet aller-retour entre l'écologie, la biologie, de la même manière qu'entre l'art et la biologie, on essaie de connecter nos têtes et nos visions à des choses les plus diverses possibles pour trouver le plus d'éclairage et le plus de sens dans ce qu'on observe. C'est exactement le sujet des discussions qu'on a eues la semaine dernière, passionnantes, entre Hubert Reeves, C215 et Yael Naïm, avec cette dimension de la création, de l'intuition, du hasard, et puis surtout du mystère et des questions sans réponse, et qui doivent ou non rester sans réponse, mais souvent, que ce soit les artistes ou les scientifiques, ils sont assez d'accord pour dire que heureusement qu'il y a encore des choses qui doivent rester sans réponse, sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait. Oui, juste Fred, oui j'ai vu, tu fais coucou depuis tout à l'heure. Je sais, oui, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une boucle qui s'est faite au fil de l'émission qui m'interpelle. C'est on a parlé de la place de l'être humain à l'échelle du vivant et notamment de son statut plus ou moins assumé de virus. Et je trouve que le transhumanisme, c'est justement une forme de réponse, et toutes les dystopies qui ont pu être abordées en littérature ou au cinéma, c'est une réponse à cette culpabilité qu'on pourrait ressentir à un niveau inconscient sur notre statut de virus. Parce qu'en fait, quand tu crées une machine avec laquelle tu imagines un futur symbiotique, c'est-à-dire où on va être en symbiose avec la machine, et même l'intelligence artificielle, une sorte d'enfant mécanique qui dépasserait le père, qui tuerait le père, exactement comme dans les mythes antiques avec Chronos, Zeus, etc. Et bien en fait, on délocalise notre responsabilité par rapport à la disparition des ressources naturelles, c'est-à-dire à notre statut de virus. C'est-à-dire que comme on n'assume pas cette possibilité de virus, on a créé mécaniquement quelque chose sur lequel on pourra faire peser la responsabilité totale de la disparition du vivant, parce qu'on n'accepte pas que nous-mêmes, on soit dans cette dynamique de destruction. Donc, on va créer quelque chose qui va le faire exactement comme on lui a appris de le faire, et on dira c'est sa faute et pas la nôtre. Et je trouve que en partant de cette forêt, de cet écosystème qui se développe de nous jusqu'à notre statut de virus, je pense que le meilleur moyen pour qu'un virus fonctionne et aille jusqu'au bout de son cycle, c'est effectivement de créer un virus encore plus performant que lui, sur lequel pourra poser totalement la responsabilité de la destruction. Parce que c'est finalement très très dur d'assumer, de se dire nous sommes des virus, parce que ça change tout. Ça veut dire que finalement notre raison d'être, ça serait de prospérer en pillant des ressources. C'est difficile de se dire, du coup, les gestes écologiques, ça va être quelque chose de quelque part contre nature. Et je trouve que le transhumanisme, c'est ça, c'est aller aussi vers quelque chose que l'on créerait, que l'on laisserait et sur lequel on ferait peser la responsabilité de ce qu'on n'a pas voulu accepter pour nous. Je crois que tout le monde est d'accord avec Frédéric. Oui, Céline D'Artagnan. En fait, c'est un mot qui a été répété un peu par tout le monde depuis le début, mais c'est le mot peur. Et c'est marrant parce que le mot peur, soit on essaye d'y mettre du sens, donc on va y mettre des intermédiaires, comme effectivement la scapulomancie, le fait de lire dans les omoplates. On va y mettre des intermédiaires, donc on va essayer de s'augmenter, se pimper. On va y mettre des intermédiaires en essayant de comprendre le cerveau sous toutes ses coutures. Et en fait, on laisse jamais la place à un moment donné à ce que j'appelle le trou dans la raquette, le mystère de la vie.
Et puis, effectivement, peut-être que le transhumanisme, c'est à l'opposé de l'animisme qui demande de mener des actions, de faire ses devoirs, de consommer de manière juste, d'expérimenter en tout cas la nature et de savoir reprendre sa place. Et pour reprendre sa place, il faut, et ça a été dit tout au début, c'est de pouvoir se décentrer individuellement pour pouvoir se recentrer collectivement. Ce trou dans la raquette, c'est le sujet des artistes, non pas de le remplir, mais de regarder, de proposer à chacun de l'interpréter à sa façon, Jonathan, si je peux faire une analogie peut-être un peu prosaïque. Oui, 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 enfin, moi, je suis très content de tout ce qui s'est dit là. Je suis désolé, je perds le fil, mais en fait, il y avait un truc sur lequel j'avais envie de revenir aussi. C'était toujours ouais, par rapport à la limite du savoir. Mais en fait, parce que ce qui m'interpelle aussi, c'est comment dire, c'est en effet, enfin, comment dire, j'ai un petit peu peur souvent de la manière dont ça va être habité ou dont ça peut être l'idée de l'instrumentalisation de cette zone en fait. Moi, c'est un peu ça qui m'effraie. En effet, il est toujours question de peur, et je pense qu'une peur, c'est quand même assez. Enfin, je pense que c'est sain d'avoir des peurs, même s'il ne faut pas que ça devienne des phobies et que ça soit. Enfin, bref, je vais pas dire, je vais faire la morale sur ce que ça doit être ou pas, mais euh, comment dire. Moi, je pense. Enfin, j'ai des petits exemples sur. Comme, pour ma part, hein, sur la question de la croyance et sur la manière dont finalement les technologies peuvent être instrumentalisées pour faire preuve de. Enfin, je pense par exemple à Héron. J'ai un exemple avec Héron d'Alexandrie, voilà, que j'aime bien. En fait, Héron d'Alexandrie, qui est un ingénieur à l'Antiquité, qui lui fabrique des espèces de dispositifs pneumatiques déjà à l'époque, en faisant chauffer de l'eau, etc. Pneumatiques ou avec de la pression, ou bien même magnétique parfois. Et lui, il est employé, enfin, si je puis dire, par des temples. Donc, du coup, c'est voilà, encore une époque où il y a plein de dieux. Donc, du coup, il y a une forme. Et donc, chaque dieu a son temple. Et donc, il y a comment dire, pour faire preuve de la présence du dieu auprès des fidèles, et donc du coup pour les convaincre, il y a la question d'utiliser ces techniques, ces technologies-là, enfin ces espèces de, si on peut dire, technologies, pour activer des choses, enfin faire preuve d'eux. Si vous voulez. Il y a par exemple 2 sculptures en métal qui vont se réunir par la force magnétique, et donc du coup ça va être la preuve de la présence du dieu. Ou bien des dispositifs, voilà, comme ça, techniques, qui vont faire preuve d'eux. Et aujourd'hui, je pense que c'est un des dangers, je vais pas faire la morale, mais comment dire, comment dire, ouais, je suis désolé. Est-ce que c'est à conclure? Je- Alors, Jonathan, vous pouvez finir, enfin, tu peux finir ta phrase tranquillement. On l'a compris plus ou moins, mais à un moment donné, de toute façon, il faut pas se juger. C'est-à-dire que tu donnes aussi Oui, ton oui, point de vue, non, mais et ouais, c'est pas forcément être sentencieux ou péremptoire. Tu donnes ton point de vue voilà. de citoyen. Parce que, en effet, enfin, moi, je pense qu'il faut réussir quand même à garder de recul critique sur les choses que l'on nous donne à manger ou à voir, que ce soit que ce soit présenté comme des connaissances ou comme des savoirs, ou même, ce qui me permet, et en même temps, je pense qu'il faut, c'est dangereux, par exemple, de complètement être contre quelque chose. Enfin, je pense que chaque chose est bénéfique pour certaines personnes, et elle peut être maléfique pour d'autres, et que les choses sont pas, voilà, toutes noires ou toutes blanches, et bah, c'est complètement bateau ce que je suis en train de dire là, mais je suis désolé, j'arrive pas à enchaîner là-dessus. Mais tout va bien. De toute façon, on arrive à la fin de l'émission. Pardon, Et, Céline, tu disais quelque ah, chose? pardon. Oui, tu disais, Oui, Céline? c'est que chacun a ses convictions, surtout. Voilà. Et que si tu veux, le dialogue interconvictionnel, il peut avoir lieu. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. L'animisme, ce que je disais, n'est ni une religion, ni une spiritualité, c'est une façon d'être au monde. Donc, c'est ma conviction d'être
comme ça. Ce n'est pas que ma conviction à moi, c'est la conviction de 370 millions de personnes dans le monde. Et ces 370 millions de personnes, souvent, on voit que ce sont les championnes de la biodiversité. Ensuite, effectivement, comme je disais, le transhumanisme a un intérêt que si à un moment donné, elle arrive à s'englober dans quelque chose de plus universel et pour aider le vivant. Si c'est pour augmenter l'humain, etc., pour lui donner encore plus de capacités, et je viens d'un milieu technologique, hein, j'ai fait de l'intelligence artificielle, de la big data, etc. Bon. Après, chacun, effectivement, tribune libre, chacun ses convictions, et le débat interconvictionnel a un intérêt justement pour ouvrir les chakras. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce que Pierre Sonigo nous ferait une conclusion, même si j'ai l'impression que depuis 5 minutes, chacun conclut à son tour et on a fait une espèce de boucle en fait dans cette émission. Pierre? C'est bien difficile, après tout ce que vous avez dit, de trouver quelque chose à conclure. Non, merci beaucoup pour tous ces éclairages, pour ces discussions intéressantes. Et j'ai passé un super moment avec vous. Donc voilà ma conclusion, je suis ravi. Eh bien, je suis ravi de ce type de conclusion. Merci beaucoup. Fred, tu trépignes, tu as envie de dire un truc ou... Non, mais en fait, moi, depuis le début de l'émission, tu sais, tu connais Men in Black, le film Men in Black? Tout à fait. À la toute fin du film, il y a une image, moi, qui m'a resté en tête, et du coup, quand je commence à parler d'univers, ça fait toujours rire les gens qui me côtoient. C'est cette image où tu vois la Terre, qui tout d'un coup devient toute petite, tu vois la galaxie, tu vois plein d'univers, et puis des myriades et myriades de galaxies qui s'imbriquent les uns dans les autres, comme si de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout était imbriqué. Et au final, tout ça, ça fait partie d'une bille, d'une toute petite bille, et tu vois des sortes de grands extraterrestres qui sont en train de jouer avec ces billes. Et en fait, c'est bête parce que c'était sûrement un gag qui était voulu par les ingénieurs effets spéciaux, mais pour moi, ça a été une sorte d'explosion dans ma tête où je me suis dit, et si finalement, c'était pas ça l'univers, c'était ce principe des poupées gigognes, que ça commence du microscopique au virus et tout ça. Et en fait, tout ça sont des civilisations qui s'estiment toujours très importantes les unes par rapport aux autres, mais imbriquées, et qu'en fait, on n'a jamais la vision d'ensemble parce que elle est exponentielle. Et je pense que c'est la leçon de tout ça, c'est de l'humilité. Et je trouve que c'est aussi ce que j'ai ressenti dans les différents discours aujourd'hui dans cette émission. Oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours une chose centrée sur nous. On a parlé de l'invisible par rapport à nous, mais nous-mêmes, nous sommes invisibles par rapport à l'univers. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous. Merci Jonathan Pep, donc artiste plasticien. Merci Céline D'Artagnan, chamane, et Pierre Sonigo, biologiste spécialiste des virus. Merci pour vos éclairages. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une émission qui sera consacrée à une nouvelle manière de raconter le monde, chronique du nouveau monde, avec la journaliste Jade Lingard, journaliste à Mediapart, avec Alessandro Pignocci qui est BDaste, et Alice Leroy qui est militante, et nous verrons comment eux, à leur façon également, ils inventent de nouvelles façons de raconter le monde dans lequel nous vivons. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le hashtag l'effet pangolin. Puis je vous rappelle que nous sommes partenaires de ces 2 médias, l'Info Durable et Les Mondes d'après, où vous pouvez retrouver l'effet pangolin. Et puis je remercie toute l'équipe, comme chaque semaine, l'équipe du Festival Atmosphère, Marie-Odile Monchicourt, que vous connaissez bien, Pierre Sonigo. On parlait tout à l'heure de rapport entre les artistes et les scientifiques. Marie-Odile qui a fait un formidable spectacle qui s'appelle Labo Origins, où elle invite justement des artistes et des scientifiques à dialoguer entre eux. Et on a la chance d'avoir ce spectacle tous les ans au Festival Atmosphère, qui fêtera cette année ses 10 ans à Courbevoie. Donc merci à Marie-Odile Monchicourt, merci à Solange Dincy, Steve Albaré, Julie Lefebvre, Mélanie Faure, Marie-Lou Signolet, Laurent Letriard, Virginie Delagrange, Laurence Lafito, Pascal Signolet. Et puis merci également à F5 et à Raphaël Sigmuller de Uprightly. Merci à Frédéric Sigrist. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Puis rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'effet pangolin. Merci à tous. Salut. Merci.